Celle-ci était dans le cadre du service gratuit d'après-vente et d'après-banquet. Mesdames et messieurs, je vous remercie de prendre place. Vous ne serez pas étonnés que je vous demande de respecter le vent qui fait à lui seul un bruit suffisant pour que nous n'ajoutions pas celui de nos conversations privées dans une enceinte acoustique un petit peu compliquée. En sommes-nous bien d'accord? Ça n'est pas que ce que j'ai à vous dire est fondamental. Mon seul rôle, il est de donner de la chaleur au cœur de personnes qui ont passé des mois et des années redoutables dans la vie politique de notre pays. Et j'aurais bien du mal, puisqu'on se croirait sur un bateau, les poulies grincent de toutes parts. Ce matin, Philippe avait le vent et les arbres. Nous, cet après-midi, on a les poulies. Enfin, voilà. Ça s'appelle la simplicité d'un parti politique avec des moyens modestes, ce qui est très bien. Les partis politiques, sauf le nôtre, ont toujours trop d'argent. Je voudrais, avant d'introduire le débat, dire deux choses que je n'ai pas souhaité dire ce matin sur le regard sur le centre, parce que la discussion roulait bien, parce que ça n'était pas ma place de le dire, mais puisque là, j'ai un peu de travail à faire, autant que je vous propose quelques pistes de réflexion. Je ne sais pas si j'attends le printemps prochain, c'est mon seul problème. J'ai intérêt à être court avec le ZEF qu'il y a, surtout, monsieur, si vous voulez un tout petit peu encore augmenter, merci, jusqu'à la limite saturation, parce qu'il y a quand même un bruit un peu fatigant. Je vous ai bien entendu ce matin, les uns et les autres, et je joins mes remerciements à ceux des autres dirigeants, Hervé, Philippe, quelques autres personnes, qui se sont exprimés. Ces remerciements vont à une adresse assez simple, ça s'appelle courage.com, parce que en réalité, là c'est un peu trop, mon camarade. Je sais bien, je ne ferai pas une phrase entière cet après-midi, parce que en réalité, un certain nombre d'éléments aujourd'hui concourent à la difficulté d'être qui nous sommes. Ce que je n'ai pas bien entendu ce matin, sauf peut-être de façon très marquée dans l'intervention inopinée, imprévue et un peu forte et musclée, heureusement, d'Hervé, c'est qu'il faut que nous lavions un peu notre linge sale. Il n'est pas sale de nos pensées. Il est sale parce que depuis 20 ans que le centre va de responsable en responsable et d'émiettement en émiettement. En 17 ans, nous avons réussi une performance exceptionnelle que même le Titanic n'a pas réussi. Il y avait 215 députés d'un centre rassemblé. Et maintenant, je vous laisse faire le compte. Vous le connaissez comme moi. Si ceci n'est pas une révolution fracassante qui nous oblige à réfléchir sur ce que nous avons à proposer à ce pays, vous ne serez pas surpris de penser et d'entendre que je vous dise une chose simple. Les calculs électoraux pour les municipales, les cantonales, les législatives, les européennes, les présidentielles, les papes ou chefs du monde n'ont aucun intérêt, et moi ça me dégoûte plutôt, parce que je voudrais quand même savoir ce que le centre, dans cette période de crise, dans cette période où la crise a des effets politiques extrêmement importants, qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a à dire, et ensuite comment il s'organise dans ses alliances. Ma question c'est donc, qui sommes-nous? Mon préambule est plus long que ma réponse. S'il y a une chose qui est certaine, qui nous réunit d'avatar en inconvénient, de catastrophe en drame, de sommet des égaux en désappointement des humbles, c'est une chose assez simple. Ce que nous appelons, pour ne pas trop nous découvrir et pour éviter de nous affronter des valeurs, c'est tellement galvaudé que je n'en vois plus guère qu'à la bourse. Revenons aux choses simples et qui s'écrivent simplement. Nous sommes des gens qui pensons d'abord et avant tout que l'avenir de la France, il est dans l'avenir de la construction européenne. Rien d'autre. Rien d'autre. Mesdames et messieurs, tout le reste en dépend. Tout le reste en dépend et je vais vous l'énumérer. Nous sommes deuxièmement des gens qui pensons que pour ce pays, non seulement en plein déclin économique,
en pleine régression sociale, je l'illustrerai si ça choque quelqu'un, en plein déclin institutionnel. Je dis clairement dans ce pays que la France est un pays de liberté libertaire, mais qu'il n'a pas les instruments du contrôle démocratique. Je le soutiens publiquement et je le démontre. Le Parlement n'est plus de longues années, et cette fois d'une façon magistrale, que le supplétif d'un exécutif qui lui-même cherche sa boussole. La France a un grand danger de débat politique et de vie et de défense de ses idées, à plus forte raison de l'application de son avenir. Qu'est-ce qu'on va devenir? Par quelle mesure va-t-on devenir? Le Parlement n'existe plus, hélas. Bien sûr, il y a une opposition. Bien sûr, j'ai remarqué qu'il y avait une majorité, mais la majorité est totalement supplétive de l'exécutif. On ne la voit pas retoquer un budget, bien que les politiques de ce budget ne soient pas très bonnes, bien qu'eux-mêmes le pensent parfois. Et ça n'est pas des socialistes que ça date, mais cette fois, ça s'est amplifié par un empilement des pouvoirs qui me semble, moi, extrêmement préjudiciable, je dirais, au redressement de notre pays. Et vous voyez, je n'en fais même pas une question de droite-gauche, sans compter l'extrême centre, tout comme vous, je cherche ardemment depuis des années et des années. Nous sommes des Européens qui pensons que l'avenir de la France est dans la construction de l'Europe, je l'ai dit. Nous sommes des gens qui pensons qu'il faut produire de la richesse, et nous sommes donc librement des libéraux économiques. Quiconque veut faire... J'ai failli ne pas m'interrompre parce que je jugeais que c'était un peu maigre, mais bon, ça dépend de vous, hein. Quiconque veut faire une réforme dans ce pays doit savoir produire de la richesse. Nous n'y sommes plus. En 1981, et même 80, la France était un pays de 555 000 km². Ça n'a pas changé. La France était un pays de 55 millions d'habitants. Nous sommes 65. La France était un pays de 2 750 000 serviteurs de l'État aux 3 niveaux de la fonction publique. Nous sommes aujourd'hui plus de 5,7 millions, sans compter les contractuels. Quelqu'un qui viendrait de la Lune où se trouvait ce respectable astronaute qui vient de partir en déduirait qu'en 30 ans, nous avons doublé notre population, puisque nous avons doublé les serviteurs de cette population. Non. Et on voit bien que aussi longtemps qu'on ne s'attaquera pas à ça, nous sommes dans un maelstrom extrêmement dangereux. Il n'y a pas d'espoir de redressement réellement tenable sur la distance. Et nous sommes très loin des pays qui se battent et qui sont au-dessus du pavé. Philippe Crevel, d'abord, dont je veux remercier le sacrifice personnel, en tout cas la disponibilité, Charles de Courson et les parlementaires tout à l'heure, en tête desquels Philippe, seront à votre disposition pour dialoguer avec vous. Nous sommes des Européens qui voulons que la France trouve son avenir dans la construction européenne. Nous voulons la production de la richesse. Les gens qu'on appelle du centre, que j'appelle moi les vrais démocrates, les vrais démocrates, ils ont d'ailleurs payé beaucoup pour être de vrais démocrates. Le débat leur a coûté cher et ça fait toujours à leur détriment. Nous sommes des gens qui pensons que la richesse doit être répartie dans le pays, c'est mon troisième point. À usage collectif, quelques équipements. À usage individuel, protection sociale, éducation, tout ça vous le connaissez. Nous sommes des gens qui pensons que l'État est si important qu'il doit maintenant se déconcentrer. Qu'il doit maintenant se déconcentrer parce qu'il ne sait plus gérer tout ce qu'il avait avec grand bonheur géré dans les 30 premières années de l'après-Deuxième Guerre mondiale, grâce au jacobinisme qui permettait l'application de grands contrats d'État. C'est fini. 1968 a d'ailleurs été le premier signal d'alarme politique. On n'en a pas tenu compte. L'État central et la bourgeoisie de fonction qu'il a cannibalisé, avant de cannibaliser l'économie et le reste, n'a pas vu qu'il y avait là la grande difficulté de notre avenir politique. Et nous sommes donc étouffés. L'État est contesté, il n'est pas respecté, il n'est plus efficace, parce qu'il n'est pas décentralisé. L'État français doit avoir l'orgueil modeste de s'en tenir aux fonctions régaliennes et de décentraliser une fois pour toutes les autres, ce qui amènera, mon cher Charles, le contrôle de cette décentralisation qui n'existe pas, puisqu'on n'a pas fait à la Cour des comptes, comme vous le savez, la réforme Seguin qui protégeait les juges régionaux. Nous sommes des Européens, nous sommes des Européens, nous sommes des libéraux économiques, nous sommes des gens qui voulons une répartition sociale de cet argent, nous sommes des décentralisateurs,
Et je vais ajouter une dernière chose qui a été évoquée d'ailleurs ce matin avec beaucoup de bonheur par une dame à l'accent polonais. Il y a, chers amis démocrates, apparemment au centre, quelque chose de nouveau qui est en train de se lever comme un espoir aujourd'hui pas réalisé dans ce pays. La restauration des libertés, non pas les libertés individuelles. Je peux aller dans la rue, dire qu'un tel est un méchant, que l'autre est un voleur, j'irai faire une main courante, il ne se passera rien. La liberté, c'est l'exercice à égalité en face de l'État, de la défense des droits individuels quand ils sont bafoués par l'État ou ses représentants, et aussi la liberté d'avoir raison contre des systèmes qui sont par trop conservateurs quand ils empêchent de réformer et de moderniser nos structures globales, celles dans lesquelles nous vivons. Pour parler très clairement, on voit bien que l'absence d'autorité du Parlement, que la coïncidence, Hervé l'a dit ce matin, il le développera probablement à nouveau tout à l'heure, de la législative et de la présidentielle était une très mauvaise action qui n'avait d'ailleurs qu'un but, la survie de celui qui l'a instillée et l'espoir de celui qui l'introduisait, Chirac, Jospin. On voit bien que ça ne fonctionne pas. C'est très dangereux, mes amis, cette affaire. Extrêmement dangereux. Du temps qu'on a affaire à des gens raisonnables et sains, et c'est le cas actuellement, le gouvernement n'est pas peuplé de fous sanguinaires. Il faut le reconnaître. C'est bien. Mais si demain, des gens qui pensent que leurs idées fixes, qui ont prospéré dans d'autres époques, qui sont aux portes du pouvoir, qui sont aux portes du Parlement, qui sont quasi majoritaires dans 2 ou 3 pays de l'Union européenne, décidaient de s'emparer de ces instruments, que pensez-vous qu'il adviendrait de nous? Ne croyez pas que le malheur est réservé aux autres. Nous devons donc nous lever pour essayer de proposer au pays, non pas, comme je l'ai entendu, qu'est-ce qu'on fait avec le MoDem, et on verra plus tard avec l'UMP, ça ne m'intéresse vraiment pas beaucoup, je demande pardon à ceux que je choque. D'abord, construisons notre socle de pensée, propageons-le dans le pays, et seulement après, nous irons voir qui nous respecte assez, qui prendra nos éléments de programme pour les mettre dans son programme électoral et faire de notre socle de pensée un des éléments de la conquête du pays pour essayer d'être dans l'exécutif qui les appliquera. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je n'ai pas fait ce matin parce que ça voulait bien. Je vous remercie d'avoir écouté. En disant cela, j'ajouterai 2 petites choses. Ce sont 2 connotations, mais dans les relations humaines et dans la bataille des idées, l'aide aux hommes est très importante. J'aspire à ce que notre formation ait un chef, un seul. Pas 2, pas 3, pas d'ennemis, pas d'écart. On a déjà vécu tout ça, de Léotard en Bayrou en passant, y compris récemment par le 9-5, semble-t-il. Ou le 9-3, pardonnez-moi, bien sûr, pas d'insulte. Bon, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de tirer la leçon de comment on est passé de 215 à ce que nous sommes. Moi, je souhaite pour ma formation, il pourra compter sur mon soutien d'un chef, sous réserve que se confirme en effet, et je n'ai aucun doute là-dessus d'ailleurs pour l'instant, sa collégialité. Deuxièmement, une doctrine, c'est fondamental. Nous avons quelque chose à dire, nous devons rénover rapidement, ça prendra quelques semaines, parce que ce pays est en train de s'engluer dans le doute et bientôt, naturellement, la déception, et c'est très dangereux. Et je voudrais dire une deuxième chose. Je ne méprise pas, bien sûr, les inquiétudes des prochaines élections. Ça existe. Mes chers amis, si nous commençons par là, on finira dans la poubelle. D'ailleurs, elle est largement en marche. La raclée qu'on a prise depuis des années, si ça n'est pas une démonstration que les gens attendent que l'on parle au pays d'un projet qui va les mobiliser, c'est pas la peine de parler de combine électorale. Je n'attends rien de l'UMP, du tout, sinon j'y serais. Je n'attends rien du Parti socialiste, et si mon ami Rocard était au pouvoir, je serais social-démocrate, parce que lui, il veut une économie et une répartition, il est européen et décentralisateur, au moins. Et en plus, il est propre financièrement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans ce pays, nous le savons, y compris dans la vie publique. Donc, nous devons d'abord travailler vers la meilleure production d'un programme très rapide, le rajeunissement. Il est presque fait, d'ailleurs, on a beaucoup travaillé pendant 2 ans, tu le disais, Philippe, ce matin, afin de le proposer au pays. Un chef
et ceux qu'il mandatera pour en parler seront à votre disposition. Mais je voudrais dire une deuxième et dernière chose s'agissant des hommes. Il me semble qu'il est extrêmement important que les éléments moteurs, ceux qui sont disponibles à aider, soient prédominants dans ce parti, et je ne suis pas loin de penser que les meilleurs seront ceux qui pour eux-mêmes ont renoncé à toute ambition afin d'aider ceux qui sur le terrain essayent de cultiver la leur, rassembler des militants, et on verra pour nous plus tard si jamais il y a une place. En ce qui me concerne, je les ai déjà tout eu. Je suis donc totalement disponible à vos travaux si vous acceptez de penser que les idées, le programme des vrais démocrates, des nouveaux démocrates est ce qu'il y a d'essentiel pour continuer maintenant à se redéployer, se redévelopper et regagner un lustre qui est nécessaire à notre pays. C'est pas très important de savoir si on doit être plutôt 200 que 20. Ce qui est important, c'est de savoir que si on est 200, nos idées sont dominantes et nous pourrons changer l'orientation d'un pays qui est si gravement en crise que je ne vois pas beaucoup d'avenir pour l'instant dans les réformes qui ne sont pas faites et dans celles qu'on pourrait faire et qu'on ne prendra pas. C'est de ça qu'il s'agit, c'est à ça que je veux me dévouer au service de ce parti et de ses dirigeants, et notamment d'Hervé, le patron, et j'entends bien naturellement que ceci, ce que je viens de dire, soit entendu, si ce n'est respecté. Je vous remercie de m'avoir écouté. L'Europe et la France sont dans une situation si extrêmement difficile qu'on ne peut pas se contenter même des titres de la presse qui a été de temps en temps écorchée. Moi, je n'ai rien à dire contre la presse, j'en viens, je serai le dernier mal placé pour le dire. J'en connais les relativités, bien entendu, c'est même pour ça que je m'en suis distancé. Mais en même temps, heureusement qu'elle est là. Parce que dans tout ce qui se passe, c'est plutôt par elle que nous, responsables publics, nous apprenons les choses. Voilà un pays où l'opposition n'est pratiquement pas informée officiellement. Est-ce que vous trouvez normal que la Constitution prévoie une opposition et qu'elle ne soit pas informée par les dirigeants des difficultés qu'ils ont, si ce n'est au jour le jour, en tout cas de semaine en semaine à résoudre? Ceci illustre hélas mon propos. Nous avons demandé à M. Philippe Crevel, économiste dont je ne ferai pas le tableau et le portrait, et d'un homme qui sait traduire l'économie en élan ou en organisation politique, de faire le tableau, ou plutôt l'analyse de ce qu'est la crise européenne et des conséquences qu'il en prévoit et aussi des solutions qu'il en préconise. Puis, dans un deuxième temps cet après-midi, nous demanderons à M. Charles de Courson, député que vous connaissez de notre famille, lui-même éminent spécialiste, vous le savez bien, de venir dire ce qu'il en pense et surtout quelles conséquences il en tire en termes français, sur lesquels il est encore plus vigilant. Et enfin, en troisième temps, l'ensemble des parlementaires de notre formation et leurs amis alliés, Jean-Marie, s'ils le veulent bien, avant ton propre discours, viendront sur ce plateau pour répondre et discuter avec la salle dans les secteurs où ils ont des spécialités, afin d'essayer de compléter votre information. Voilà ce que nous avons composé, en espérant que ça vous sera très utile, en remerciement du temps que vous passez à militer, du temps que vous passez à défendre des choses qui, de temps en temps, sont tellement maltraitées qu'on se demande si on n'est pas à Mazo pour se battre tous les matins avec ce genre de choses. Heureusement, nous savons où nous allons, c'est déjà pas mal. Monsieur Philippe Crevel. Plus la pensée se fait profonde et plus les vents se lèvent. Un rassemblement qui compte 3, Jean-Marie, ne peut pas être totalement mauvais. Je l'ai relevé de ce matin, le Bockel de tout à l'heure et l'actuel encombrant qui est devant vous. Je voudrais simplement faire une petite notation avant d'appeler M. Bockel à l'estrade, en le remerciant en effet au nom de notre formation de la grande amicalité dont il a témoigné depuis maintenant 2 ou 3 ans de façon concrète, tout le temps, au moins 2 ou 3 ans. Et dire cette chose, il vient de se dire cet après-midi 2 ou 3 idées assez fortes que vous retrouverez probablement de façon plus précise, plus détaillée dans des éléments de programme concis, concrets, pas beau. Les gens n'aiment pas beaucoup les programmes, mais 2 feuillets ou 3 feuillets pour fixer la pensée ne nuira pas, je dirais, à nos relations avec les militants ou avec les électeurs, vous le savez bien, on l'a dit tout à l'heure. Ne croyez pas que ce que vient de dire Yvan Lachaud serait l'expression d'un chagrin qui ressasse la séquence passée dans la compétition électorale. Ça fait à peu près 10 ans, 8 ans que je l'entends parler de ça, en me disant à chaque fois c'est toujours un peu plus dangereux, c'est toujours un peu plus dangereux, c'est un peu plus dangereux. Ne croyons pas non plus que le parti que nous sommes doit s'interdire ce genre de choses.
Je vous disais tout à l'heure en préambule à 15 h à l'ouverture de cette session, nous sommes des Européens. Je voudrais être un peu plus précis, mesdames et messieurs, très chers amis. Si vous passez un week-end d'ici, alors qu'il y a tant de jolies choses à faire par cette belle lumière d'automne, c'est bien parce que vous voulez rassembler vos convictions ou vos ardeurs ou vos choix de vie ou vos pensées dans un groupe qui serait une force pour essayer d'orienter les choix de ce pays. Hervé en parlera tout à l'heure, non seulement sur les buts, mais sur la méthode. Mais je voudrais vous dire une chose décomplexante et simple. Notre pensée est beaucoup plus importante que nos tactiques et même probablement que notre stratégie. Et dans notre pensée, qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes des Européens qui tirons de cette conviction, nous sommes des Européens qui tirons de cette conviction la certitude que nous sommes parmi les mieux armés pour réformer notre pays, la France. Et dans les éléments moteurs et nouveaux, ce qui n'était pas encore tout à fait à jour dans la campagne présidentielle, il y a 3 libertés très importantes que nous avons la responsabilité d'étudier, de développer, d'encadrer et je dirais presque d'en préparer les textes de loi, en tout cas les articulations. Ces 3 libertés sont les suivantes. La restauration des libertés démocratiques fondamentales par la réforme d'une constitution ou d'un parlement qui soit un vrai parlement et non pas, je dirais, une assemblée aussi aimable soit-elle de godillots de l'exécutif par le décalage du calendrier ou d'autres choses que le président du nouveau centre probablement à un moment ou à un autre détaillera. Il y a aussi la liberté de poser au grand public la question de l'immigration comme a essayé de le faire tout à l'heure Yvan. Et il y a 2 modèles décomplexants, je le redis une fois encore parce que ça peut nous donner notre pensée, c'est celui du Canada et celui de l'Australie, particulièrement le Canada, qui a résolu en toute légitimité humaine la question de son immigration. C'est à nous de prendre ça en main et de prendre tout le monde à contre-pied maintenant pour essayer d'instaurer une zone de paix civique et de tranquillité, je dirais, je ne vais pas dire chrétienne, ça n'a pas un sens absolu chez nous, mais républicaine en tout cas, de façon à ce que nous sachions traiter les gens dont nous avons besoin, et seulement cela. C'est un sujet qui n'est pas national, il est national et européen. Et enfin la dernière chose, dont on ne parle pas beaucoup, c'est la liberté et sécurité de nos citoyens qui doit être aussi prise en main par notre propre parti, étudiée et propagée devant. Sur ces 3 sujets, nous pouvons compter aussi sur l'alliance, me semble-t-il, de partis frères, comme on disait au bon vieux temps du Parti communiste, et qui pour l'instant sont surtout des partis très libres. Je vous remercie de saluer l'arrivée, le discours de M. Jean-Marie Bockel, président de la République.